Mais les vrais combats des Kimbangu... On voulait le présenter comme étant un illuminé. Quelqu'un qui avait une révélation, donc la mission pas quelque chose de scientifique. Nous, journalistes, devons réveiller les combats des Kimbangu. Les combats des Kimbangu qui réclamaient Dipande Azole. Nous, jeunes, en français parce nous que devons pas réclamer tout le monde qui... Dipande Atatu. Oui. L'indépendance que nous cherchons aujourd'hui, le vrai indépendance, nous devons saisir les axes. Qu'est-ce que nous devons faire, nous, au Congo, dans les domaines de l'agriculture, dans les domaines scientifiques, dans les domaines de la technologie, dans les domaines éducationnels. Donc, les vrais problèmes... Mais si le Congolais lui-même, il est dans du congolo-pessimisme, il n'est pas sûr de lui-même, il rejette tout ce qui lui arrive comme marque d'indépendance. Et la résistance, par exemple, de beaucoup de dirigeants congolais face à l'oppression internationale, c'est par rapport à cette affirmation, justement. Mais si les Congolais moyens, ou ceux qui se présentent comme étant de la classe politique, refusent justement cette pensée congolaise, en s'alignant, on le voit très souvent d'ailleurs, ceux qui vont vers le Rwanda, ceux qui vont vers Herman Cohen, etc. Tout ceci, c'est chercher de mettre à penser. Mais c'est Jean-Marie. Alors, comment voulez-vous que ça fonctionne, cette dépendance de Kimbangu? Oui, au fait, c'est un problème de nos dirigeants. Vous verrez, à la conclusion, nous sommes dit, nous devons associer les politiques, les décideurs. Vous remarquez, je vous fais une révélation. L'actuel président de la Chine, il a étudié où? Aux États-Unis. Quand il vous parle, il fait semblant comme s'il ne connaît pas l'anglais. Ça veut dire quoi? Nous, au Congo, nous ne préparons pas la classe dirigeante demain. Que faisons-nous de nos enfants? Que faisons-nous de nos enfants? Nous construisons des écoles sans pour autant construire les enseignants. Nous préparons les dégâts des bombes, n'est-ce pas, fragmentation massive. Mais cette destruction a été faite depuis très longtemps. Jean-Marie, je vous prends un cas. Oui. Nous-mêmes, nous détruisons notre identité. Je prends les cas du Japon, de la Chine. Les Japon constate, la Chine, je prends la Chine. La Chine constate, je dois développer mon pays. De moi-même, je ne saurais pas. Je prends ma jeunesse, je les envoie ailleurs pour aller apprendre. Mais c'est Jean-Marie, nous devons reconnaître au cardinal Maloula un effort. À l'époque, le cardinal Maloula s'est bâti à ce que les jeunes puissent avoir des bourses, aller étudier ailleurs. Mais malheureusement, nos frères mouvanciers qui envoyaient sur leurs enfants, ils sont retrouvés, n'est-ce pas, dans les histoires des musiciens et consorts. Mais le peu de professeurs que nous avons, ce sont ceux-là qui Maloula a occasionné pour qu'ils aient étudié. Que fait le gouvernement aujourd'hui pour la jeunesse? Combien on envoie pour aller apprendre? Combien on envoie pour aller maîtriser la science et revenir au pays afin de réduire l'écart? Je vous ai donné le cas, n'est-ce pas, de l'actuel, n'est-ce pas, président de la Chine. La Chine l'a envoyé aller étudier aux États-Unis. Aujourd'hui, il est président, n'est-ce pas, de la Chine. Donc, ça veut dire quoi? Nous devons préparer l'élite. En préparant l'élite, nous devons avoir des paramètres, des pesanteurs, notamment l'identité culturelle de tout un peuple. Lorsqu'un peuple perd son identité, il perd des repères. C'est comme ça, vous avez vu, nous nous sommes dit, nous devons retourner à la source. Je vous dis, parmi les axes développés dans ces forums, nous devons aussi développer, on a connu des sociétés secrètes dans notre pays. Beaucoup vont dans beaucoup de choses, la Rose-Croix, l'Ordre Fameux. Mais nous, en Afrique, nous avons nos sociétés secrètes qui ont opéré. J'aimerais terminer par là, M. Jean-Marie. Oui. En Bougimaï, par exemple, chez les Louba, ceux qui creusaient de l'or, des diamants, on choisissait une personne, aller vendre des diamants. Oui. Mais cette personne-là vend des diamants, il vous retourne avec l'argent. Aujourd'hui, ça peut se faire encore. Non. On vous donne les diamants, les vendre. C'est-à-dire quoi? Il y avait une dimension mystico-spirituelle qui constituait même les comportements, n'est-ce pas, de l'environnement, des citoyens, des concitoyens. On a perdu beaucoup de valeurs. Très bien. Retour à la source. Il faut que la parole tourne. Ludo Balekiraï, la pensée collective qu'il faut réformater. Quand disait Bienvenue Bakoumani tout à l'heure, est-ce que la question n'est pas au niveau... allez, on épouse très facilement la pensée occidentale, croyant qu'on est plus développé en étant plus moderne, trop moderne. Tout à fait. Ou en épousant ce que le maître a dit, comme on dit en Swahili, Muzungu anasema. Et c'est ça qui en est abruti en quelque sorte. Tout à fait. Le Congolais, enfin l'Africain. Enfin, oui, tous les Africains d'une manière générale. Je voudrais faire une approche un peu historique de la question. D'abord, lorsque Lévi-Brûle et tout le courant des pensées qui a suivi ces hérésies lorsqu'il a considéré que l'Afrique était un continent historique et que l'homme noir n'avait pas d'âme, n'avait pas... Oui, comme disait Sarkozy, voilà. L'Africain n'est jamais entré dans l'histoire. Justement, ce sont des thèses qui ont qui est sorti de rendu l'homme, le nègre, incapable de considérer qu'il avait le meilleur de lui-même à donner à l'humanité
Et donc, il a fallu attendre que l'antithèse soit développée, entre autres, par les Tchèques Anta Diop, autour des années 1948, lorsqu'il a lancé le concept, de la Renaissance africaine, en donnant la possibilité de faire comprendre aux Noirs qu'ils avaient quelque chose de meilleur à apporter à l'humanité. Avec l'égyptologie. Et en abordant en 1982 la problématique des origines pharaoniques de les lettres, en mettant l'accent sur la pigmentation comme l'effet qui a fait que le noir, les blancs soient ce qu'ils sont, mais ils sont le fruit, ce sont des originaires d'Afrique, ce qu'il a dit dans Civilisation ou Barbarie, anthropologie sans complaisance. Il a problématisé, il a thématisé cette pensée, et il a fallu qu'une génération vienne pour l'appuyer, notamment les Birago Diop, les Kwame Nkrumah et tous les autres qui ont bien avant lui entonné la même musique. Les gens marqués là, qui ont perpétré par leurs écrits cette volonté qu'il fallait vraiment mettre en œuvre pour que l'identité de l'homme africain soit mise en valeur face à la thèse négationniste de l'Occident. Quand nous lisons par exemple l'Afrique des villages, oui, de Jean-Marc là, la ville en Afrique noire, oui, le cri de l'homme africain, ou l'Afrique est mal perdu d'Henri Dunant. Oui, voilà, oui, tout à fait. Oui. Tchèque Anta Diop pour l'honneur des pensées de Jean-Marc là. Oui. Quand vous lisez tous ces écrits, Axel Kabou, l'Afrique va-t-elle mourir? Oui. Kamana, et si l'Afrique refusait le développement? Voilà, si l'Afrique va-t-elle mourir, c'est Kamana. Et si l'Afrique refusait le développement, c'est Axel Kabou. Quand vous lisez tout ce courant des pensées des jeunes écrivains africains, vous sentez qu'il y a une volonté réelle de pouvoir réinventer l'Afrique, de donner à l'Afrique de nouvelles chances d'être un partenaire vraiment valable face à l'Occident. Mais malheureusement, ce sont les médias qui ont été utilisés par l'Occident pour pouvoir affaiblir l'Afrique. Mais pourquoi il n'y a pas de répondant? Malgré les Axel Kabou, malgré... vous prenez un journaliste comme Céline André Mirado, que moi j'ai connu, il était très révolté. Il travaillait à Jeune Afrique, mais il était très révolté par rapport à une certaine domination mentale. Justement. Qui consistait à dire, eh ben, des nègres, vous n'avez rien compris, tout ce que vous faites chez vous, c'est barbare. Effectivement, tout à fait. J'allais en arriver là. Donc je disais qu'avec cet élan pour la redéfinition et la réinvention de l'identité africaine, on avait vraiment de l'espoir qu'un jour l'Afrique serait vraiment un continent qui avait à dire dans la marche de l'humanité. Mais malheureusement, avec les années 60, l'Occident s'est arrangé pour mettre à la tête des pays africains qui venaient à peine d'accéder à l'indépendance, des chefs d'État que moi j'appelle des canaux transmetteurs de l'idéologie occidentale, dans la mesure où tout ce qu'ils faisaient, c'était pour se maintenir au pouvoir. Voilà. Ce sont des gens qui ont trahi un peu l'élan, n'est-ce pas, donné par les Tchèques Anta Diop, les Birago Diop, et même les Aimé Césaire, les Nasser et tous les autres. Et nous nous retrouvons autour de la décennie 90 avec des chefs d'État révolutionnaires, nationalistes, mais que l'Occident a effacé à travers la pratique des assassinats, des révoltes populaires montées de toutes pièces dans les laboratoires occidentaux pour pouvoir fragiliser les dirigeants. Et la décennie 2000 jusqu'à ce jour, on a vu la résurgence, l'émergence d'une nouvelle élite nationaliste africaine, mais qui est fragilisée par la Cour pénale internationale, comme une épée de Damoclès sur les têtes des dirigeants africains. Vous faites ça, et ainsi de suite. Mais le même Occident qui demande aux dirigeants africains de tenir compte des aspirations de leur peuple, de leur population, le même Occident favorise aussi d'autres chefs d'État qui, même en violation de leur constitution respective, se maintiennent au pouvoir, briguent autant de mandats, tout simplement parce que non, il a envoyé ses troupes combattre les Boko Haram, je ne sais pas dans quel désert, l'autre il a fait ça, il faut lui donner encore la chance. Et il y a même des chefs d'État africains qui soutiennent ceux qui sont arrivés au terme de leur mandat constitutionnel et qui doivent s'en aller. Et donc vous comprenez que nous sommes en difficulté. Et les médias portent une lourde responsabilité dans ceci parce que les médias ont été de relais de ce que j'appelle aussi les médias globaux, des médias impérialistes. Et vous constatez que pour fonctionner, les médias africains ont besoin des financements de l'Occident. Les éditeurs ont besoin d'envoyer leurs enfants et faire les études aux États-Unis. Vous n'avez qu'à voir lorsqu'on joue la loterie ici, combien
combien, je voudrais parler essentiellement des journalistes, combien envoient leurs enfants jouer la loterie pour aller étudier. Donc c'est une exportation des cerveaux qui pouvait servir à la réinvention de l'Afrique. Et donc nous, les médias, nous portons une grande responsabilité en étant les marchepieds de nos propres dirigeants africains qui ne comprennent même pas le rôle des médias, parce qu'aujourd'hui, les dirigeants africains peinent à financer les médias. Et parce qu'ils ne sont pas financés, vous trouverez les médias aller dans les chancelleries occidentales pour chercher le moyen de survie. Et cela conditionne la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. C'est un facteur. Ludo Balekela, est-ce qu'on peut dire, vous allez me donner cette réponse tout à l'heure, mais j'aimerais quand même que Harold Belibanga le dise. Est-ce que ce n'est pas la réponse au ballet citoyen, Y'en a marre, etc., d'opposer plutôt des patrons de presse, des Africains plus consciencieux d'un certain niveau, pour qu'ils puissent parler des problèmes en profondeur, au lieu d'étudier nos jeunes qui font de la musique, qui ont des thématiques tout à fait compréhensibles, mais à tel point que ce qui s'est passé hier, on l'a vu, il y avait comme une espèce de remise en cause de ce qu'on nous présente comme partenariat, comme marche commune vers l'émergence de l'Afrique. Parce que c'est un nouveau concept maintenant qu'on nous a vendu, l'émergence. Hein, c'est fini, objectif 80, les objectifs du millénaire, l'agenda 2000, etc. Jean-Marie, le problème que nous avons, c'est l'inconscience dans la conscience. C'est-à-dire que même ceux qui donnent l'impression d'être conscients sont inconscients. Ah oui? De ce qu'ils doivent réellement être, de ce qu'ils sont. C'est ce que nous appelons maintenant le paradigme de l'obscurantisme. Vous l'avez un peu dit, Muzungu ni Mungu. À l'époque, on nous a fait comprendre que l'homme blanc c'était un dieu. Heureusement qu'à l'époque aussi, il y a des auteurs qui ont écrit Rouge et les sangs de noir. C'était pour démontrer que lorsqu'on... dans ma tête qui avait fait une chanson d'ailleurs. Lorsque l'on blesse un blanc, on blesse un noir et tous deux partent, on déverse leur sang de manière différente là-bas. Pas de différence. Qui que tu sois, même le prophète, il ne viendra pas dire que ce sang-là, il appartient à un blanc, c'est un sang qui appartient à un noir. Ils sont partis de la traite de noirs à l'esclavagisme. Maintenant, nous sommes dans l'impérialisme. Tout est fait pour démontrer que l'homme noir n'est capable de rien. Et pour qu'il émerge, pour qu'il s'habille comme Jean-Marie Kassam, il faut qu'il soit allé en Europe. Pour qu'il fasse ceci, voilà pourquoi je pense à Thomas Sankara qui, à l'occasion de l'un des sommets de l'unité africaine, à l'époque, oui, Addis Abeba. Oui, il a dit que je me suis habillé en haute volta, donc en africain. 100% la tenue du président de la République de la haute volta à l'époque, la tenue des membres de toute sa délégation était africaine, donc conçue, fabriquée, taillée dans la haute volta à l'époque. Il a su démontrer que lorsque vous prenez de grains de riz, vous plantez sur un sol autre que celui de la haute volta, la production va appartenir à ce sol-là. Elle n'appartiendra jamais à la haute volta. C'est ce genre de révolution que l'homme blanc n'a pas aimé. Voilà pourquoi j'ai toujours demandé à André Kimbuta. Vous allez à la gare centrale aujourd'hui. Vous voyez une phrase odieuse qui jette de l'opprobre sur tout un peuple. À périr était Ram Saint-Ibous. La civilisation, c'est nous qui l'avons amenée sur cette terre. Et en dessous de la phrase, vous voyez des nègres ligotés, menottés et d'autres en train de construire le chemin de fer qui, selon quelqu'un dont je ne veux pas citer le nom ici pour des raisons de convenance personnelle, parce que je pourrais être en train de faire sa publicité, avait dit que sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Or, oui. Ce chemin de fer n'était pas construit pour que le Congo dépasse un penny, mais il était construit pour permettre l'évacuation de matières premières, ce qui a permis à l'époque même une convention entre l'Angola et la RDC par le biais de leur métropole pour que l'actuelle province du Bas-Congo appartiennent à la RDC et à l'enclave de Cabinda qui était
un patrimoine de la RDC appartienne à l'Angola comme c'est le cas aujourd'hui. Dans quel objectif? Pour que le Belge ait accès à l'océan, à l'océan pour permettre l'évacuation de matières premières. Ça, c'est de un. Oui. De deux, je suis allé en Égypte. Je me suis rendu compte